Je vous propose de démarrer. Si vous en êtes d'accord, ça nous fera rejoindre, ceux qui le veulent encore, au cours de l'échange. À l'Adira, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, que nous menons en partenariat avec Technology and Strategy Group. Technology and Strategy Group, s'est un peu imposé à nous comme un des offreurs de solutions, de la région Grand Est, pour présenter les éléments concernant des demandes qui nous remontent de nombreuses entreprises, notamment un certain nombre d'entreprises Alsace Excellence qui nous ont demandé de les éclairer, de les accompagner sur la première réflexion quant à l'IA de production, sur ses enjeux, ses défis et ses opportunités. Technologie et Stratégie a bien voulu se rompre à l'exercice pour nous permettre de présenter en fait les éléments et les évolutions importantes au niveau du monde de l'entreprise et plus particulièrement au sein des lignes de production de l'IA générative. Donc, je vais laisser la parole à Jérémy Guignard, responsable chez Financement et R&D chez Technologie et Stratégie et Vivien Schmitt, R&D Project Manager, qui vont nous faire un focus sur ces questions-là. On vous propose de, bien sûr, poser vos questions tout au long des échanges, soit dans le chat, soit en levant la main et on les prendra au fur et à mesure. Merci. Mm. Jérémy. Merci Yasmina. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on a relevé ce défi d'animer ce webinaire et nous remercions l'Adira d'avoir pensé à nous. Pour commencer en douceur, je vous propose un petit exercice. On va casser la glace gentiment. Vous voyez normalement à l'écran 5 images qui ont la même taille. Une seule de ces 5 images n'a pas été générée par intelligence artificielle. Donc je vous la laisse encore quelques instants à l'écran. Il n'y a pas de test, il n'y a rien à gagner malheureusement, mais c'est pour essayer de démêler l'artificiel ou le généré du réel de la photo qui a été prise. Voilà, donc je le répète, une seule photo n'a pas été générée par intelligence artificielle. On pourra revenir dessus à la fin pour vous dévoiler la réponse à cette question. Pour commencer, on va faire une petite introduction. Donc, comme Yasmina vous l'a dit, je suis responsable du financement R&D pour tout le groupe Technologie and Stratégie et également à côté de moi pour m'accompagner sur ce webinaire, Vivien Schmitt, responsable de projet R&D et de projet client au sein du EngLab. Donc, Technology and Strategy, c'est un groupe de société qui fait du conseil en ingénierie, du conseil opérationnel ou expérience utilisateur, et du conseil dans le digital et d'accompagnement à la transformation. Différentes façons de mener nos projets en assistance technique, en centre de service, en projet au forfait. Le siège de ce groupe est basé ici à Schiltigheim et en 2021, le EngLab a été créé par réunion de plusieurs bureaux d'études et d'un service test et validation dans un même bâtiment qui, par extension, a pris le nom aussi du EngLab, avec un chiffre d'affaires en 2024 de 10 millions d'euros, des équipes d'ingénieurs, techniciens et de docteurs, donc un peu plus de 80 personnes, 2 équipes R&D, 4500 mètres carrés dédiés à la R&D et au projet client, et un peu plus de 200 projets en 2024. Le EngLab est multisecteur. On va travailler pour le médical, pour le ferroviaire, pour l'automotive et d'autres secteurs d'activité. Et je vous ai indiqué plusieurs références, parmi lesquelles NTL, Schneider Electric et plusieurs acteurs de la région. On va parler gentiment et doucement d'intelligence artificielle, et j'ai bien précisé les intelligences artificielles. Au cœur de toute intelligence artificielle, on va retrouver un modèle. Pour faire simple, un modèle, c'est une représentation qui va nous permettre d'en donner une description mathématique. Un modèle très simple, c'est la loi d'Ohm en électrocinétique, U égale RI.
Un modèle un peu plus complexe, c'est le modèle de la bicyclette, une roue avant directionnelle, une roue arrière motrice. Et on peut dériver les équations mathématiques permettant de décrire de façon dynamique l'objet de l'étude. Et puis après, on va aller sur des modèles beaucoup plus complexes, dont il est beaucoup plus difficile de donner une représentation. Les modèles pour le traitement d'images, détection de contours, de motifs, la morphologie typique d'un chat, celle d'un chien, la taille des oreilles, etc. Et puis, les modèles les plus connus à l'heure actuelle et qui font l'objet d'une médiatisation assez poussée depuis 2 ans et demi, les fameux modèles de langage naturel. Alors, vous avez sans doute vu passer l'acronyme NLP et les noms peut-être de BERT, de Transformer, etc. Ces modèles, ce sont des modèles statistiques qui permettent de prédire le mot qui suit, la lettre qui suit, et par fonctionnement inverse, permet de comprendre, d'interpréter du texte écrit en langage naturel. Un système d'IA, donc on a au cœur de ces systèmes les fameux modèles, et tous ces systèmes vont interagir les uns avec les autres et interagir avec la requête, la demande posée par l'utilisateur. Ces systèmes d'IA, j'en introduis deux comme exemple. Les systèmes d'IA dédiés à l'analyse d'images, qu'on appelle aussi le computer vision, et le plus célèbre d'entre eux est le modèle YOLO, le système YOLO. Et on a les modèles de langage ou les systèmes d'IA basés sur des modèles de langage, avec ici un historique où on permet de se rendre compte que c'est pas si récent que ça, en tout cas les premiers travaux. Et on arrive aux plus connus d'entre eux à partir de 2020-2022, OpenAI et ses modèles GPT. Un dernier mot ou deux derniers mots dans cette petite introduction à retenir. Qui dit intelligence artificielle dit des mathématiques, des traitements mathématiques et statistiques, donc des calculs. Et qui dit intelligence artificielle dit nécessairement deux étapes qui sont entourées en rouge sur le petit schéma. La première étape qu'on appelle l'entraînement, on va faire apprendre, et la deuxième étape qui est l'inférence, où on va exploiter le modèle qui aura appris. Apprentissage, deux grandes méthodes, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé. Dans le premier cas, on indique dans les données d'entrée si on a un chat, si on a un chien. Et par extension, on peut après parler d'autres typologies d'IA. Pour l'apprentissage non supervisé, à l'inverse, on ne dit pas aux algorithmes si c'est un chat ou si c'est un chien. L'algorithme va de lui-même essayer de comprendre, en l'occurrence dans mon exemple ici, les différences morphologiques entre chien et chat. Donc, deux méthodologies différentes pour faire l'apprentissage. Et dans les deux cas, on va s'appuyer sur les données d'entrée, donc ce qui sert à faire apprendre. OpenAI et les autres qui ont développé les NLP ont aspiré le contenu d'Internet pour faire à la fois du supervisé et du non supervisé, puisqu'il était impossible de labelliser l'entièreté d'Internet. Et c'est la force de ces grands providers d'IA. D'un point de vue général, pour faire de l'IA, pardon, on va avoir besoin de données en quantité et également des données de qualité et des données potentiellement étiquetées, labellisées. J'en arrive maintenant au focus sur les IA génératives. Donc, ce sont des systèmes très complexes, des systèmes d'IA capables de comprendre une requête, qu'elle soit formulée en langage naturel ou à l'aide d'images, de sons ou de données supplémentaires. Ce système va absorber les données, j'insiste bien sur le mot absorber, pour générer quelque chose en réponse, du texte, une image, voire même maintenant on peut générer des films, des petits films d'animation. Donc ce sont des systèmes dits multimodaux, puisqu'ils sont capables d'ingérer du texte, mais aussi du son, de l'image, etc. Et ce sont des systèmes qui sont en ligne, connectés à Internet, et qu'on y accède au travers d'une interface de requête, le fameux prompt. Une vision pour essayer de matérialiser tout ça, et je m'appuie pour ça sur une intervention de monsieur Marc Platini lors d'un chantier de Grand Est Développement. Je le remercie
pour cette analogie qu'il a faite, on peut appréhender le système d'IA, et en particulier une IA générative, un peu sous la forme d'une voiture, où on aurait d'un côté la carrosserie, le moteur et l'ensemble des accessoires. Le moteur étant les modèles d'IA au cœur de ces systèmes. L'interface web, ça serait la carrosserie. Et puis l'ensemble des outils, y compris la génération de texte, d'images, etc., ce sont les accessoires. Ça permet d'avoir une certaine représentation de ces systèmes et de leur complexité. J'en arrive maintenant au concept d'IA open source. Donc, ce sont des IA que l'on peut télécharger, utiliser et modifier, ce qui permet derrière de choisir les méthodes d'apprentissage, ce que l'on va faire du modèle et des environnements de travail dans lesquels on va opérer. Souvent, dans ces cas-là, on va exploiter des modèles qui sont dits pré-entraînés et l'utilisateur, au travers des données sur lesquelles il va faire travailler ces systèmes, va rendre l'IA un peu plus spécifique au cas d'usage sur lequel l'utilisateur veut faire de l'IA. Et dans ce cas-là, on peut faire de l'IA que j'appelle en local. Alors, j'y ai mis des guillemets parce que ça veut dire deux situations, l'IA en local. Soit une IA que vous téléchargez et que vous déployez sur un serveur que vous avez dans les locaux de votre entreprise. Et dans ces cas-là, vous allez exploiter les ressources de calcul de ce serveur pour faire tourner les systèmes d'IA. Le grand avantage, c'est que vous avez cassé le lien avec le provider de l'IA, qu'il soit en Californie ou en Chine, et donc vous n'allez pas donner vos données au provider de l'IA. La deuxième situation de cette IA en local, c'est bénéficier des ressources de calcul du cloud, par exemple avec des machines virtuelles que vous allez rendre étanches et complètement sécurisées vis-à-vis du reste d'Internet, et vous allez pouvoir bénéficier d'instances de calcul, par exemple chez Azure. En conclusion, quelques limites autour des intelligences artificielles. La première, qui dit grand modèle, dit des coûts importants. On peut ne pas avoir conscience de tous ces coûts parce que on pose des questions à ChatGPT, ça tourne derrière, et nous, on a le résultat à notre requête. Mais derrière, il faut savoir que ce sont des ressources de calcul et de l'électricité, donc de l'énergie, pour alimenter ces ressources de calcul. On peut faire de l'IA en ligne, donc connecté à Internet et au travers de prompts ou même d'API qui viendraient appeler ces systèmes d'IA, mais là, grand risque de sécurité et de confidentialité. À l'inverse, pour des IA en local, ça permet de augmenter les éléments de sécurité et de confidentialité et surtout de ne pas fournir les données aux providers de l'IA. Le revers de la médaille, c'est que ça nécessite des investissements matériels ou du cloud computing et donc de l'argent à dépenser. Dans tous les cas, quand on veut faire de l'intelligence artificielle, on a besoin d'une définition précise du cas d'usage et des objectifs, de dire précisément qu'est-ce que je veux que mon IA me fasse, me réalise. Derrière, faire de l'IA, ça soulève aussi des problématiques d'accessibilité et de labellisation des données en entrée pour faire apprendre au système d'IA. Et je le répète encore une fois, qui dit intelligence artificielle dit des mathématiques, donc dit des calculs, et que tout ça, ça a un coût. Et je vais laisser maintenant la parole à Vivien qui va nous parler un peu du cas un peu plus spécifique des IA de computer vision sur les lignes de production. Merci Jérémy. Donc avant de rentrer dans le focus du computer vision, je vais juste présenter rapidement cette photo et cette ligne de production. Donc moi, mon rôle en tant que responsable de projet industrie du futur, ça va être de travailler sur des briques technologiques à différents niveaux TRL, puis de les incuber et les proposer à nos clients. Donc ça va être typiquement de la robotique, de la cobotique, de l'automatisation,
de la maintenance prévisionnelle et de l'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'on vous propose à travers ce webinaire, c'est de vous présenter 2 solutions qui ont été développées au Eng Lab et par l'équipe R&D et qu'on déploie aujourd'hui chez nos clients. Donc, une solution qui est implémentée pour l'aide à l'assemblage et une autre solution pour le contrôle qualité. Et notre objectif à travers ces IA, ça ne va pas être de remplacer l'opérateur, mais vraiment d'assister et d'aider l'opérateur. Donc, la première solution qu'on a appelée Digital Assist, avant de démarrer complètement ce projet, notre position centrale chez TNS nous permet vraiment de nous nourrir des problématiques qu'on rencontre chez nos différents clients. Et une des problématiques, c'est les difficultés de ressources humaines. Donc, sur les postes d'assemblage, il y a un gros turnover d'opérateurs avec beaucoup d'intérimaires, des difficultés de recrutement. Et en parallèle de tout ça, en termes de productivité, on va chercher le zéro défaut. Donc, l'idée qu'on avait à travers l'implémentation de cette solution, c'était vraiment de proposer un outil qui permettait à un opérateur d'assembler un produit de A à Z avec différents niveaux d'assistance. D'où le Digital Assist, donc digitalisation des processus d'assemblage. Et l'idée à travers tout ça, c'est aussi d'implémenter une assistance adaptative, c'est-à-dire en fonction de la qualification de l'opérateur et la complexité de l'assemblage du produit, on va pouvoir avoir une assistance adaptative. On verra ça sur la slide d'après. Et donc, l'idée, à travers l'utilisation de l'IA, c'était de proposer une solution de computer vision et une IA qui vient détecter l'étape d'assemblage pour passer à l'étape suivante. Et quand on parle typiquement de différents niveaux d'assistance, on va également intégrer du pick to light pour aider l'opérateur à diminuer sa charge perceptive, la caméra du coup et l'IA pour diminuer sa charge cognitive, et puis on a également implémenté une solution qui permet d'avoir une projection tactile sur le plan de travail directement. Et donc l'outil, c'est non seulement une solution pour permettre à des personnes non formées à venir directement sur des lignes de production et assembler un produit de A à Z sans faire de défaut. Mais l'idée à la fin, c'est aussi de permettre à des personnes en situation de handicap à revenir sur nos lignes de production et sur vos lignes de production. Donc, on peut voir sur cette slide, du coup, le choix que peut avoir l'opérateur ou le directeur de prod. Donc, différents niveaux d'assistance. Un low qui permet typiquement de passer les étapes manuellement, le médium avec une aide à la perception avec le pick to light, et enfin la plus élevée où on va avoir l'aide à la perception, le computer vision qui va passer les étapes les unes après les autres. Et on peut voir typiquement sur cette petite animation en haut à droite le passage des étapes automatiques et la reconnaissance des différentes étapes d'assemblage. La deuxième solution qu'on veut mettre en avant et qu'on veut présenter pour ce webinaire, c'est l'outil Spark. Donc là encore, quand on a démarré ce chantier, il y a 2-3 ans, on s'est nourri des problématiques qu'ont nos clients et également des problématiques qu'on pouvait avoir sur des solutions de vision classiques. Donc, l'idée, ce n'est pas de casser du sucre sur les fournisseurs de vision classique, car on les utilise et on les utilise notamment dans des cas où c'est plus adapté. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une solution complémentaire. Donc, typiquement, ici, on a un contexte normatif qui demande, notamment dans le secteur médical, pharmaceutique et autres, à contrôler et à tracer l'ensemble des produits. Également, si ce processus est manuel, on peut typiquement se mettre à la place d'un opérateur de production. On peut voir sur l'image de droite des contrôles de flacons où on va venir détecter par intelligence artificielle des rayures qu'on a sur un flacon transparent. Et donc là, si on se met à la place de l'opérateur, en démarrage de production, l'opérateur forcément va facilement détecter ces défauts.
À l'inverse, au bout de 6-7 heures de production, l'opérateur va commencer à fatiguer, avoir une charge cognitive élevée. Donc, forcément, il va commencer à faire des erreurs de détection et des produits non conformes vont passer sur les lignes de production. Voire Et même là, avant 6-7 heures. voire même avant 6-7 heures. Et c'est là où vraiment le computer vision va avoir un avantage puisque l'IA ne fatiguera jamais. Donc, cette solution Spark a été développée puis déployée. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très modulable, donc avec un certain nombre de caméras, des conditions d'éclairage qui sont pilotables, des interfaces spécifiques et dédiées en fonction du cas client, une base de données, là encore, spécifique, avec un déploiement potentiel avec de la détection d'anomalies d'une part, une autre caméra qui fait typiquement de la reconnaissance d'objets, une autre qui fait de la classification. Donc, on peut déployer vraiment du multimodèle, faire de l'analyse, de la traçabilité en temps réel. Et là encore, le réenchérissement d'une défaut-tech. Donc là, typiquement, si pendant mon process, je vois l'apparition d'un nouveau défaut, je stoppe, je prends la photo, je réenchéris ma défaut-tech, je refais un entraînement et lorsque ce défaut apparaîtra la prochaine fois, je arriverai à le détecter. Et là encore, il y a des moyens assez poussés pour s'interfacer avec le système, avec des automates. Et là encore, l'outil soit est supervisé par un opérateur, donc on va avoir tous mes défauts qui seront classés, identifiés. Mon opérateur qualité va venir en fin de production et valider ces défauts. Ou à l'inverse, on peut aller sur un système automatisé classique, à savoir, c'est mon IA qui prend la décision en fonction de la gravité du défaut. Donc voilà un petit récapitulatif des avantages que peut avoir l'outil Spark Computer Vision par rapport à des solutions de vision classiques. Donc on va avoir des capacités d'analyse beaucoup plus poussées avec une reconnaissance des objets par apprentissage. On va pouvoir également automatiser assez facilement et l'adapter en fonction d'un nouveau jeu de données, donc ce que je disais tout à l'heure avec un réenrichissement, pardon. On va pouvoir faire une évolutivité assez facilement du jeu de données. Donc, j'ai l'apparition d'un nouveau défaut, je peux mettre un nouveau modèle. Et enfin, au niveau du contexte, l'IA permet de prendre en compte plusieurs classes avec différentes conditions environnementales. J'ai du soleil, j'ai pas de soleil. Là où des solutions de vision classiques exigent des règles fixes en termes de luminosité, notamment à travers du flash classique. Pour compléter juste sur la partie évolutivité, Vivien a parlé de évolution avec l'ajout de nouveaux défauts qui pourraient apparaître, mais c'est aussi évolutivité avec demain, vous voulez lancer un second ou un troisième, un deuxième, un troisième, un quatrième produit sur cette même ligne de production. Il nous suffit d'un nombre assez réduit au final de photos de l'objet en question. Ici, donc on parle de contrôle qualité, donc plus en fin de ligne de production, et qui derrière va servir à générer des données dites synthétiques, ce qui permet d'augmenter la taille de la base de données des photos et d'avoir un apprentissage qui ne nécessite pas tant de temps que ça, et donc qui permet un déploiement rapide et derrière des évolutions elles aussi rapides. Et un dernier mot pour compléter les propos de Vivien, on est dans des situations ici où les systèmes d'IA sont déployés sur des ressources matérielles qui sont directement derrière les capteurs, derrière les caméras. En particulier, on n'a pas de lien avec une IA connectée, avec une IA en ligne. On fait tout en local, ce qui nous permet de garder la maîtrise complète du système d'IA, d'assurer son évolutivité, mais également sa sécurité. Puisque si demain on est amené à déployer ça sur un site client, il est hors de question de créer des vulnérabilités supplémentaires, des portes potentielles pour des hackers pour venir sur le SI de l'entreprise. Donc ça permet de maximiser la sécurité de ces systèmes.
Donc quelques exemples de réalisations et de projets sur lesquels on a pu mettre en avant nos compétences en computer vision. Donc, on a choisi 6 projets sur des secteurs d'activité différents, des algorithmes et des modèles différents. Donc, on peut voir typiquement à gauche un algorithme supervisé pour détecter des tâches sur des produits mécatroniques. Au milieu en haut, donc c'est dans le secteur médical, où là, l'idée, c'était d'utiliser un modèle non supervisé, où on vient apprendre à notre IA, voilà des cartes conformes, voilà des cartes non conformes. Et en sortie, ce qu'on cherchait à détecter, c'était des composants manquants sur mes cartes électroniques, ou alors des bulles et un vernissage qui pouvaient être défectueux, et ce qui pouvait être contraignant, notamment sur des pays où il y a des fortes hygrométries. Un autre exemple en haut à droite, donc c'est dans le milieu du transport. Là, on peut imaginer tout simplement un opérateur de maintenance qui vient vérifier à la fin de la journée dans son bus, dans sa rame de tram, s'il y a des sacs qui restent, s'il y a des sièges qui sont défectueux. Donc là encore, le computer vision permet d'aider vraiment un opérateur de maintenance. On peut avoir en bas à gauche un autre exemple d'application. Donc ça, c'est de la lecture OCR, donc lecture de caractères. On peut également faire de la détection de défauts de soudure. Donc ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans le computer vision. On va même jusqu'à aller à essayer de comprendre pourquoi j'ai l'apparition de ce défaut dans la plupart des cas. Et enfin, tout en bas à droite, c'était l'exemple dont je parlais tout à l'heure, donc détection de rayures sur des flacons transparents. Donc très, très, très compliqué de détecter ça avec des solutions de vision classiques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première approche. Donc avec un premier modèle, on va regarder le bocal, et puis on va chercher une deuxième classe qui va vraiment être la rayure. Donc voilà pour quelques exemples de réalisation avec des secteurs d'activité totalement divers et des modèles différents. Donc on va revenir maintenant sur… Oui, on va plus du tout parler d'IA. On va plus parler d'IA. Voilà, on a terminé sur la partie IA. On proposait sur cette dernière partie du webinar, étant donné que Technologie and Stratégie, en particulier le Eng Lab, est référencé comme opérateur de modules transformants et comme offreur de solutions dans les des différents organismes de la région, on voulait vous partager un petit peu de retour d'expérience sur les parcours de transformation de la région pour des entreprises donc, du Bas-Rhin. Je vais me permettre de présenter le premier projet, puis Jérémy présentera le second. Alors, on a dit qu'on parlait plus d'IA, alors ce n'est pas tout à fait vrai, puisque on va encore un tout petit peu en parler sur ce projet-là. Donc, chantier de transformation pour accompagner une start-up dans le secteur médical. Donc ça, c'était en 2024-2025. Donc cette start-up a travaillé sur le développement d'un produit, d'un dispositif médical qui est sur le point d'être certifié, donc CE et FDA, et qui a pour objectif de l'industrialiser en 2025. Et donc, ils ont fait appel à nous pour les accompagner sur leur future ligne de production. Et donc, l'idée, c'était vraiment de les accompagner et d'utiliser de nombreuses ou le maximum de briques technologiques qu'on avait déployées avec forte maturité sur notre ligne de production de démo, avec différents degrés d'automatisation, puisque la grosse difficulté de cette startup, c'était l'évolution des volumes des ventes, puisqu'ils n'ont aujourd'hui aucune connaissance des volumes à produire sur leur ligne. Et donc, l'idée, voilà, c'était de leur proposer quelque chose d'évolutif, de modulable, qui va pouvoir vivre et grandir au fur et à mesure des années. Et donc, on a fait le choix sur ce projet de préconiser et de récupérer les briques technologiques, donc du Digital Assist, donc pour aider les opérateurs qui ne sont notamment pas formés
à monter le produit sans faire d'erreur. Donc, c'est un petit produit, donc ça se prête extrêmement bien, une forte visibilité, un fort pouvoir de comparaison par rapport aux produits que nous, on monte sur cette petite ligne de démo. Et enfin, l'outil Spark, donc avec le computer vision, pour détecter des anomalies de soudure sur les cartes électroniques qu'ils allaient produire sur cette ligne. Donc voilà pour ce premier projet. Donc Jérémy, je te laisse la main sur le deuxième. Un second donc, partage d'un chantier de transformation et d'un accompagnement sur un chantier de transformation. J'ai mis en haut une petite flèche des temps aussi pour se rendre compte un petit peu du temps qu'il peut y avoir entre la première prise de contact entre cette entreprise et nous, jusqu'à la mise en œuvre du chantier. Donc là, en l'occurrence, il s'est passé 1 an et 4-5 mois. Donc on est voilà, sur 16 mois au total, entre le moment où, sur recommandation de anciennement Grand Innov, donc Grand Est Développement, en novembre 2023, on a ensuite mené les phases d'APS, d'APD, l'avant-projet sommaire, avant-projet détaillé. Ce projet a été soumis à la région en février 2024. Avril 2024, la proposition a été validée par la région, pardon, ce qui signifie que notre client a bénéficié d'une subvention pour la réalisation des phases avant-projet sommaire et avant-projet détaillé. Donc, c'est une aide pour eux, pour nous payer in fine. Septembre 2024, restitution de l'APS et de l'APD à notre client, qui a ensuite suivi certaines de nos préconisations avec un lancement de chantier en octobre-novembre 2024 et en février 2025, donc un exosquelette était déployé. Donc nous, on a terminé le travail d'accompagnement auprès de ce client. Donc c'est un chantier de transformation, je ne l'ai pas précisé, mais sur un site logistique, sur une problématique de transformation, de robotisation ou d'autonomisation d'une partie de ce site de logistique. En l'occurrence, ici, on parlait de problématiques de dépalettisation, de déconteneurisation, puis de repalettisation de colis en carton, où différentes solutions donc, ont été étudiées, l'exosquelette, le robot collaboratif, voire le système tout automatisé. Donc, exosquelette, prix modéré, mise en œuvre assez rapide, gain qui existe, mais qui n'est pas le plus grand possible, versus le système tout automatisé qui nécessite beaucoup plus d'investissement, donc avec un ROI qui vient peut-être plus tard. Donc, nous, on ne maîtrise pas non plus les choix stratégiques de nos clients qui doivent prendre tous ces éléments en considération pour que, in fine, le chantier de transformation soit bénéfique. Et en l'occurrence, ici, sur ce chantier de transformation, les travaux ont permis de réduire la pénibilité du travail et donc les risques de troubles musculo-squelettiques. Donc, en quelque sorte, ça a permis d'avoir un peu moins d'emplois précaires sur le site et une meilleure exploitation de la surface au sol. Voilà, nous en avons terminé avec cette première étape du webinaire. Si vous avez des questions, bien évidemment, on va essayer d'y répondre. Et je vous repartage cette image. Damien? Oui, est-ce qu'on peut aborder les budgets associés aux solutions que vous nous avez présentées, s'il vous plaît? Sur une solution typique de computer vision? Oui, oui. Alors là, je vais laisser la parole à Vivien. Plutôt pour l'assemblage ou plutôt pour la partie contrôle qualité? Les deux, c'est à peu près pareil. Donc Okay. aujourd'hui, on est sur des solutions, on va dire, qui démarrent entre 20 et 30 000 euros. Ça va bien évidemment être dépendant du cas d'usage
En fonction du cas d'usage, on va avoir 1, 2, 3 caméras ou 4 caméras. Alors, pas sur le poste d'assistance où on n'en aura qu'une. Typiquement, sur la complexité sur le poste d'assemblage, le coût va être lié forcément au nombre d'étapes. Je ne voulais pas rentrer dans le détail technique de cette solution, mais le gros du travail, ça a été de trouver un moyen pour réenchérir et apprendre en gros les étapes d'assemblage de manière la plus rapide et la plus simple possible, et notamment sur la partie labellisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type d'assemblage, on aura beaucoup de paramètres environnementaux à prendre en compte. C'est ce qui fait la différence avec l'autre solution. Donc, sur des postes de ce type-là, généralement, c'est ouvert. Donc, il va y avoir des conditions, notamment de luminosité, à prendre en compte. Là, on peut voir, donc ça, c'est la seule solution qui existe sur le marché qui permet à un opérateur de faire de l'assemblage avec le produit dans la main. Là encore, il faut prendre dans ce jeu de données les distances à la caméra. Donc, pour faire ça, on a mis en place un système qui permet de faire un jeu de données synthétique. Donc, c'est des images synthétiques, donc générées par ordinateur, où on vient apprendre les étapes d'assemblage avec différentes conditions de luminosité, différents sens, différents arrière-plans. Donc, tous ces paramètres, on peut les paramétrer, et ce qui permet d'avoir un jeu de données assez rapidement et directement labellisé. Donc, ce qui permet un gain de temps assez fort, mais il va quand même être dépendant du nombre d'étapes. Donc, plus il y a d'étapes d'assemblage, plus forcément le coût sera élevé. Mais on peut partir sur un tarif entre 20 et 30 000 euros. Sur la deuxième solution, on est sur un outil de contrôle où là encore, on va être sur un ticket d'entrée de 20 000 euros sur la partie, sur les modules de base. Et puis après, on va avoir forcément des options, typiquement sur la base de données, sur l'interface avec un automate ou pas, sur le type de modèle à entraîner. Donc, ça va vraiment être lié au cas d'usage. OK, merci. Et puis, contrairement aux solutions qu'on peut voir dans des solutions catalogue où on va avoir du leasing, là, on va être sur une solution forfaitaire, un petit peu comme une machine spéciale qu'on vendrait. Donc, il y a un logiciel, il y a une machine, donc on fait l'intégration complète, vraiment comme une machine spéciale. Et juste pour compléter, je voulais revenir sur la partie assemblage. À ce stade, notre système, il valide chaque étape de l'assemblage par prise d'image pour vérifier que l'opérateur est bien là où il doit, enfin, que chaque pièce est à l'endroit où elles doivent être. Mais on peut aussi envisager des étapes de validation. Si on a, par exemple, une étape de vissage-serrage, on peut très bien se raccorder à l'équipement de vissage, par exemple, pour récupérer une information du couple de serrage. Et que tant que le couple de serrage n'est pas atteint, le système Digital Assist bloque et va demander à l'opérateur de terminer son opération de serrage jusqu'au couple requis. Donc là, on parle du cas d'un vissage, mais on peut envisager tout à fait d'autres modes d'assemblage et donc son process de validation à chaque étape. Y a-t-il d'autres questions? On peut peut-être revenir sur le jeu que proposait Jérémy. Lynn? Pardon? Alors, en fait, sur le coup, désolé, on est deux à être sur le même écran. Bonjour et merci pour la présentation. Je trouve qu'on a vu pas mal d'éléments liés à l'accompagnement des opérateurs, et de la production, l'automatisation possible de la production, toute une partie, je dirais, liée au contrôle qualité. La question que je me posais, c'est finalement en identifiant les problèmes et notamment les produits qui posent souci, est-ce que vous avez travaillé aussi à des sujets type à l'aide à la résolution du problème initial, essayer d'identifier peut-être des fois d'où viennent les problèmes, comment on peut les traiter pour éviter qu'ils se reproduisent. Ça, c'est des sujets que vous avez déjà mis en œuvre et peut-être du coup
en mettant ce type de sujet. Ça m'amène sur le deuxième sujet, c'est les idées, je pense. On a souvent des problématiques liées à la maintenance et notamment à la difficulté d'avoir des opérateurs de maintenance, des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà travaillé, par exemple, sur des cas de maintenance prédictive, ce qui permet finalement d'optimiser la ressource maintenance au niveau des entreprises? Alors, ça fait partie de nos thématiques et des sujets techniques qu'on cherche à adresser. La première partie de votre propos sur chercher l'origine des problèmes ou des défauts constatés. À l'heure actuelle, notre ligne est presque trop simple pour pouvoir mener ces investigations sur notre propre plateforme. En revanche, les travaux de maintenance prédictive ou prévisionnelle, je suis un peu fanatique et je préfère le prévisionnel plutôt que la prédiction. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Oui, alors on a pris le parti de ne pas en parler parce qu'on a préféré faire un focus sur les IA de type computer vision. On a une thèse une thèse de doctorat en cours justement sur la maintenance prévisionnelle. Où là, on va davantage chercher à repérer un motif, un signe annonciateur de l'arrivée de la défaillance dans la minute qui suit, l'heure qui suit ou peut-être le jour qui suit, pour pouvoir derrière, avec des IA plus complexes que celles du computer vision, chercher à détecter automatiquement ce motif, ce signe annonciateur dans les signaux, les différentes mesures qu'on pourrait faire sur la ligne pour justement anticiper la défaillance et proposer à l'opérateur de changer telle pièce, de refaire tel réglage pour s'assurer que la défaillance ne va pas réapparaître dans un délai court. On n'est pas aussi mature sur ces sujets que sur les sujets de computer vision, d'où notre choix de ne présenter que là où on est bon. C'est un peu biaisé, je le reconnais. Je me permets quand même de compléter, puisqu'il y a quand même des sujets en cours qu'on mène actuellement qui recoupent un petit peu avec vos questions. Ce que cherchent notamment certains de nos clients, c'est effectivement détecter cette anomalie. Donc, on a un gros sujet actuellement sur la détection d'un défaut particulier et à travers une instrumentation spécifique. Donc, on a mis des capteurs d'humidité, de température, de vibration un petit peu partout sur la machine. Et donc, l'idée, c'est de comprendre et de faire le lien avec l'apparition de ce défaut pour tout de suite essayer de comprendre à travers ces données quand est-ce que provient ce défaut et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il apparaît. Pour ensuite détecter à partir des mesures, anticiper et ne pas voir l'apparition de ce défaut. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Il y a d'autres sujets sur l'apprentissage des métadonnées. Mais bon, là, je pense qu'on rentrerait trop dans le détail, mais c'est des sujets qu'on mène actuellement au sein de l'équipe R&D et au sein de certains projets clients. Mais n'hésitez pas à nous contacter et on se penchera sur vos problématiques avec grand intérêt. Justement, petite question, à quel moment les industriels ou quand est-ce qu'ils peuvent se sentir légitimes ou intéressés à vous contacter, Jérémy, Vivien? C'est quand on peut parler d'IA avec vous? C'est à quel moment que l'IA passé du stade de la question à l'interrogation pour voir si le cahier des charges va arriver à quelque chose d'utile ou d'utilisable? Comment ça se passe? C'est une démarche un peu neuve, vous l'expliquez depuis le début pour tout le monde. Beaucoup d'entreprises ont énormément de data. Comme le disait Yves un peu plus tôt, la prédictivité est une chose essentielle et pour lesquelles un certain nombre d'opérateurs de maintenance notamment sont déjà en place, essayent de travailler sur des sujets. Comment et quand vous contactez pour que tout ça, ça connecte et ça donne quelque chose de complémentaire, qui soit pas, on va utiliser les mots, une usine à gaz ou quelque chose qui les interroge, puisque l'idée, c'est pas de révolutionner l'ensemble des process et des lignes de production généralement, mais bien d'arriver à quelque chose qui puisse s'implémenter. Et c'est peut-être un peu flou pour les gens qui sont autour de la table et un certain nombre d'industriels qui nous ont posé des questions qui ont mené à ce webinaire. Alors, je laisserai ensuite la parole à Vivien, mais je pense qu'on peut intervenir à tout stade où
l'industriel pourrait en être, c'est-à-dire avant de sortir un site de production de terre, soit avant de sortir une ligne de production à proprement parler de terre, soit au moment de rajouter un nouveau produit sur une ligne de production existante, on est capable de se raccorder à différents moments de la vie de votre projet industriel. On peut même intervenir sur une ligne qui ne serait pas instrumentée et bardée de capteurs pour réfléchir justement à l'instrumentation de cette ligne dans le but de générer la data qui permettra ensuite de se pencher sur la problématique de l'IA. Parce que je ne me suis pas trompé. Non, c'est très bien. C'est très bien. Bon, bah du coup, tu n'as plus rien à dire. Désolé. Je vais quand même rajouter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'IA dans le secteur industriel. Et il faut savoir que EngeLab aujourd'hui, c'est essentiellement un intégrateur industriel. Donc, il faut quand même garder à l'esprit qu'on a une expertise technique. Et cette expertise technique, les équipes R&D travaillent avec les experts techniques au niveau test et validation, au niveau instrumentation, au niveau hardware. Donc, il y a forcément des échanges avec les autres équipes et on travaille vraiment en collaboration, ce qui permet d'être assez mature sur ce qu'on va préconiser par la suite. Donc, Puis pour compléter ce que vient de dire Vivien, au travers de nos travaux R&D internes, de notre position un peu particulière et privilégiée, puisqu'on travaille pour d'autres entreprises, mais on travaille aussi en collaboration avec le monde de la recherche académique. Donc ça nous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur justement ces technos, leur maturation ou leur maturité, leur déploiement dans la vie, on va dire, réelle. Donc, ça nous permet d'avoir une très grande visibilité sur l'état des travaux des uns et des autres. On n'en a pas parlé parce que ce n'était pas le propos, mais dans d'autres entités du groupe TNS, on a développé une méthodologie qui permet de discuter avec quelqu'un qui nous dirait « je veux faire de l'intelligence artificielle », mais c'est tout, la phrase s'arrête là. On a développé un système de matrice et de questionnaire qui va permettre, étape par étape, de définir plus précisément le besoin, l'accessibilité à des données d'entrée, qu'est-ce qu'on peut envisager de faire, qu'est-ce que l'IA pourrait faire, parce que c'est bien beau de dire je veux faire de l'IA, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire en matière de mise en œuvre? Sur quelle partie de la ligne de production? À quelle fin? Est-ce que c'est fait pour gérer un stock? Auquel cas, on n'est pas du tout sur les mêmes IA que pour faire du contrôle qualité en fin de ligne. Voilà. On voulait essayer d'introduire tout ça parce que c'est complexe et qu'il y a tout un tas d'enjeux derrière. Et dans ces enjeux, justement, avant de revenir au petit quiz là de la fin, c'est pour redire ce qui a été dit au début du propos. Les transformations des entreprises, donc le lien était clair pour nous et dans les demandes menées dans le cadre de la politique régionale, on les retrouve notamment à travers différents diags, dont ces diags IA, ces diags liés à la data qui sont mis en œuvre. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents de proximité. Vous avez des collègues autour du micro ou ailleurs pour les entreprises qui sont présentes. N'hésitez pas à demander à faire un point. Ils vous seront présentés plus spécifiquement ces questions-là et ces points-là qui sont essentiels, comme ceux des questions cyber sous-jacentes et des diagnostics de vulnérabilité cyber qui peuvent être mis en place et qui sont aussi accompagnés, qui sont en corollaire en fait de ces questions-là. Je remercie déjà Technologie et Stratégie pour l'échange et puis je laisse la parole à Jérémy pour la petite photo et le petit quiz, histoire de voir, comme il le posait comme question, laquelle de ces photos n'est pas générée par de l'IA, selon vous? Est-ce qu'il y en a qui veulent donner leur réponse? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est la première image à gauche? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est la deuxième image avec les deux futurs multimilliardaires? Non. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est la jeune hippie dans les ombres?
Ah, on a un pouce levé. Ah. Est-ce qu'il y en a qui pensent que ce sont les mains de ce cuisinier en train de couper le roast beef? On en a quelques-uns aussi. Et enfin, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est la photo de la princesse Kate? Ouais, il y a Ah, un peu plus de voix là. je crois que la princesse Kate tire un peu son parti. On vous a pas demandé laquelle vous préférez, on vous a demandé laquelle. Donc Elle a effectivement, là, un capital effectivement sympathie très fort. Et Jérémy? et en l'occurrence, la photo qui n'a pas été générée par IA, c'est la cinquième, donc en partant de la gauche, la photo de la princesse Kate. C'était volontaire hein, qu'il y ait des différences assez majeures entre ces images. Ça n'a pas d'autre fin que de faire un petit quiz. Je ne vais pas faire de commentaires sur les images générées par ces intelligences artificielles. Voilà, et si vous voulez encore une fois nous parler, enfin venir parler avec vous de vos problématiques, de vos besoins, si vous voulez aller plus loin sur présentation des IA ou tout simplement discuter avec nous de vos projets, n'hésitez pas. Et puis même si vous voulez venir visiter le site EdgeLab, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ligne R&D, elle est ouverte, elle est pas couverte sous NDA. Donc vous pouvez tester les dispositifs, voir vraiment in situ comment se comporte le produit et échanger autour de vos problématiques et de potentiels sujets que vous auriez chez nous. Merci à tous pour votre attention. Vous pouvez retrouver l'article et le replay pour le partager avec certains collègues au besoin sur le site de la DIRA. Amandine, On a des mains Demain levées. On a des pardon. mains levées. Veuillez m'excuser, je ne voyais pas les commentaires en même temps. Allez-y, excusez-moi. Ou est-ce que Je sais pas c'était... si... Oui, c'était peut-être des mains pour le vote, Oui. je ne sais pas. Ouais. C'était peut-être des mains pour le vote? Il semblerait que c'était des mains pour le vote pour le coup. Voilà, bah écoutez, retrouvez l'article sur le site. N'hésitez pas, comme on vous le disait, nous sommes toutes mobilisées sur la question, autant que vous sur ces sujets-là. Et à très bientôt pour le prochain webinaire. Vous retrouverez une prochaine thématique à la rentrée. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Et bel été. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Bel été. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. On va attendre encore une minute.